Ce matin, un sujet toujours d'actualité, la prévention des troubles musculo-squelettiques, avec, on va le voir, l'innovation au cœur de cette prévention des troubles musculo-squelettiques. Alors, une mauvaise nouvelle déjà, on avait prévu l'intervention de Julie, de Décathlon, et elle venait de Paris, et ce matin, les trains de Paris ont été annulés. Je crois qu'il y a eu un accident ou un sabotage, voilà. Donc elle n'a pas pu venir, elle s'en excuse, elle était désolée de ne pas être là. On a Alicia qui va lui donner la parole, on a des vidéos quand même de Julie qui va expliquer ce qu'elle a pu mettre en œuvre. Mais en tout cas, on est désolé, elle aurait voulu être là et elle n'a pas pu être là. Voilà. Première chose peut-être, je vais présenter la INF. Je vais présenter la INF pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc on est une très vieille association qui fait de la prévention des risques professionnels et de la promotion de la santé, sécurité, qualité de vie au travail. Pour faire simple, en plus bien sûr d'éviter les risques, ce que tout préventeur fait, on essaye aussi de montrer tous les avantages qu'il y a à ça, que ce soit en termes de résultats financiers, que ce soit en termes d'implication, de créativité dans les entreprises. Pour cela, on va faire de l'information au travers de conférences, de webinaires. On a notre chaîne YouTube, bien évidemment. On va soutenir des programmes de recherche, dont notamment Addicted Pro. Ils sont quelque part au fond là-bas. Je vous invite à aller les rencontrer. C'est tout ce qui est prévention des addictions. C'est la plateforme de référence à connaître en France. L'enseignement supérieur avec des outils pour pouvoir faire des passerelles entre les étudiants et le monde de l'entreprise. On a notamment des systèmes de bourse qui permettent de financer un stagiaire dans vos entreprises pendant 6 mois. Et puis, bien évidemment, nos adhérents auxquels on réserve un certain nombre d'avantages, l'ensemble des replays, des outils prêts à l'emploi, une veille réglementaire, etc., etc. J'en oublie, bien sûr. Moi, je vais me présenter également, Eric Monti. J'ai fait 23 ans dans l'industrie mécanique, en charge des problématiques d'hygiène et de sécurité, et j'ai rejoint la INF il y a maintenant 5 ans en tant que secrétaire général. Et donc voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alicia qui va représenter en même temps Julie. Je vais la laisser se présenter. Un grand merci Alicia d'avoir répondu à notre invitation. Merci Eric pour l'invitation. Je vais me présenter, moi je suis Alicia Guillot. Je suis cofondatrice de l'écosystème Exos. Donc Exos, c'est 3 structures. C'est AGB Solutions, entreprise historique qui fait du conseil et de la formation en santé sécurité au travail et qui est notamment expert dans le recueil de données physiologiques, biomécaniques, environnementales en faveur de l'amélioration des conditions de travail. Donc c'est pour cette raison que je suis avec vous aujourd'hui et je vais vous partager un petit peu l'approche qu'on déploie au sein d'AGB Solutions sur le volet de la prévention des TMS. Exos, c'est aussi 2 autres structures. EPIM, qui propose des solutions digitales autour du document unique pour repositionner le document unique au centre de la démarche de prévention. Donc, une entreprise qui fournit des solutions logicielles. Et TDC Équipement, qui propose des solutions matérielles, donc soit en tant que distributeur, on distribue notamment en multimarque des exosquelettes, soit également en tant que concepteur de solutions matérielles sur mesure. L'enjeu de l'écosystème Exos, finalement, c'est de proposer à nos clients une offre globale qui comprend du conseil et de la formation, mais surtout des solutions concrètes en suivant, qu'elles soient digitales, qu'elles soient matérielles, pour améliorer concrètement les conditions de travail et contribuer à la performance durable de l'entreprise. Donc voilà pour Exos. On n'est pas très loin, on est au stand F14, voilà, et on expose aussi aujourd'hui sur ces 3 jours. Juste une petite précision pour ceux qui arrivent, il reste encore plein de places au premier rang, donc n'hésitez pas à avancer. Et puis j'avais oublié de vous prévenir, la conférence est enregistrée, hein, j'ai mon téléphone sur le côté, et donc vous aurez accès au replay courant de semaine prochaine, une fois que j'aurai découpé le tout, et vous aurez accès au replay et aux autres conférences qu'on a pu faire de la INF. Alors, une première question peut-être, parce qu'on avait mis Décathlon. Alors, pourquoi Décathlon Logistique a souhaité faire appel à Exos? Alors, je vais reprendre la casquette de Julie Presti-Philippot, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Julie est ergonome au sein de Décathlon sur le volet logistique.
Elle a intégré Decathlon Logistique il y a quelques années maintenant pour déployer l'ergonomie en interne au sein de Decathlon. Elle a aujourd'hui une équipe avec elle pour le faire et dont l'objectif notamment et ce qui les occupe sur certains projets, c'est des projets de mécanisation de leurs entrepôts logistiques, voilà, à des fins notamment d'amélioration des conditions de travail et de diminution de la pénibilité des postes. Donc effectivement, la question que tu me poses, Eric, c'est pourquoi Decathlon Logistique, qui ont plusieurs ergonomes en interne, font appel à AGB Solutions et à nos équipes d'ergonomes pour intervenir sur leur sujet. L'idée, en tout cas, c'est que ils ont fait appel à nous pour recueillir de la donnée objective sur les facteurs de pénibilité présents sur la poste de travail. Pourquoi ils peuvent pas recueillir cette donnée objective, eux, en interne? Pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que pour recueillir cette donnée objective, il faut un certain nombre de capteurs et d'outils de mesure. Pour avoir de la donnée fiable et pour avoir une vision exhaustive de la pénibilité des postes, il faut avoir multi-mesures. Il faut mesurer plusieurs choses. Parce qu'on sait très bien, je ne vais pas vous l'apprendre, que l'apparition des troubles musculo-squelettiques recouvre effectivement des facteurs de risque sur le champ biomécanique, mais également sur le champ environnemental, sur le champ psychosocial. Donc il faut finalement recueillir beaucoup de données et avoir beaucoup d'outils différents. Ces outils, ils ont un coût à l'achat, clairement, et ils sont aussi un coût dans la durée, parce que ces outils, au même titre que peut-être vous en utilisez, ils s'étalonnent. Donc, Eric fait le plan de table. Donc la première raison que Julie m'a partagée pour expliquer pourquoi elle fait quand même appel à nous, c'est de se dire qu'aujourd'hui, sur des projets parfois très sporadiques, très précis, faire l'investissement de ce type de matériel, ils n'ont pas souhaité le faire, en tout cas eux, au sein de Decathlon Logistique. Autre sujet qui font appel à nous, c'est le regard un petit peu extérieur et objectif. Quand on met en place des gros projets, au même titre que la mécanisation chez Decathlon Logistique, il faut convaincre les collaborateurs de l'intérêt de ces projets-là, convaincre parfois le CSE, le CSSCT. Donc le fait d'avoir des gens qui recueillent la donnée avec une approche extérieure, une approche neutre, objective, aide aussi et rassure en tout cas les parties prenantes de l'entreprise sur le bien fondé de ces mesures. C'est pour ça également qu'elle a fait appel à nous, d'autant plus que chez AGB Solutions, on est certifié ISO 9001 dans le recueil des données et on est aussi certifié pour accompagner les représentants du personnel en expertise en formation. Question qui n'a rien à voir. En fait, au niveau du recueil des données, les données appartiennent à qui? Elles sont où derrière? Voilà, et tout ce qui est sécurité. Alors on a quelques contraintes sur le volet RGPD. Donc nous, bien évidemment, les données, en fait, elles vous appartiennent à vous, en tant qu'entreprise, au moment qu'on les recueille. Ce sont pour certaines des données médicales. Donc, sur la majorité des interventions, les données sont prises de façon individuelle, mais sans préciser le nom des collaborateurs. Anonymisé. Anonymisé. C'est exactement ça. Donc, la majorité, on n'a pas connaissance du coup de l'identité des personnes auxquelles, en tout cas, on les garde pour nous, on ne le communique pas à l'entreprise. La seule l'exception, c'est quand on fait du maintien dans l'emploi, j'en reparlerai tout à l'heure, où là, effectivement, on a des règles RGPD à respecter, mais les données vous appartiennent. Voilà un petit peu pourquoi aujourd'hui Decathlon Logistique et d'autres entreprises qui ont des ergonomes malgré tout en interne font malgré tout appel à nous dans un objectif en tout cas de baisse des coûts, ça fait partie du jeu, et puis également d'approche plus experte, plus objective sur les données qui sont communiquées au sein de l'entreprise. Et donc même si on n'a pas d'ergonome en interne, bien sûr, on peut faire appel à des experts extérieurs, encore plus bien sûr, mais même quand on a des équipes en interne, c'est utile d'avoir comme ça des outils et des personnes extérieures pour pouvoir avancer plus vite et d'une manière plus objective. Donc, quand on dit recueil de données, ça représente quoi? Le recueil des données aujourd'hui, c'est chez AGB Solutions une cinquantaine de capteurs et d'outils de mesure qui vont permettre de mesurer des facteurs biomécaniques, physiologiques, environnementaux de façon factuelle. On utilise notamment des capteurs environnementaux classiques que vous utilisez peut-être vous sur la mesure du bruit, des vibrations, de la lumière. Et on a également des capteurs physiologiques biomécaniques. On va mesurer les postures de travail avec de la capture de mouvement, par exemple, de l'électromyographie pour tout ce qui est activité musculaire. Voilà. L'idée étant de proposer un panel de solutions, de mesures,
Il ne s'agit pas de remplacer vos collaborateurs et de les transformer en arbre de Noël. On choisit bien évidemment les mesures les plus pertinentes en amont, avec des observations plus classiques, pour savoir quelle est la mesure ou les mesures utiles dans le cadre du projet que vous êtes en train de mener. Tu nous montres un petit peu. Alors, je vais vous montrer plus concrètement les projets sur lesquels on a pu collaborer avec Decathlon Logistique. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo. Là, on est sur l'approche qu'on appelle Vidéhome, c'est-à-dire que Decathlon Logistique nous a missionné pour réaliser des vidéos de sensibilisation des collaborateurs dans le cadre de la mise en place de la mécanisation. Il y avait une transformation du contenu de leur travail, et l'idée étant de leur rappeler les consignes de bonne utilisation et de bon positionnement sur cette nouvelle mécanisation. Donc je lance la vidéo, il y en a plus, et vous verrez Julie en vrai, au moins en vidéo. Decathlon met l'humain au centre de ces différents sujets. Ainsi, ta santé et ta sécurité sont deux enjeux fondamentaux pour l'entreprise. En tant qu'employeur, Decathlon s'engage à tout mettre en œuvre pour réduire le risque au travail, l'accidentologie et la pénibilité. Depuis plusieurs années, notre équipe d'ergonomes travaille dans l'amélioration de tes conditions de travail. La mécanisation de ton site a permis de réduire les postures contraignantes et le port de charge. Cette vidéo a pour but de t'accompagner dans l'appropriation de ton nouvel environnement de travail. Chez Decathlon, ta santé et ta sécurité sont placées au centre de nos préoccupations. Nous agissons continuellement pour te permettre de travailler dans les meilleures conditions. Toutefois, certaines situations sont inévitables. L'objectif de cette vidéo est de t'informer et de te sensibiliser sur les risques physiques des postes de travail. Au travers des illustrations et des capteurs de mouvement, tu vas pouvoir constater qu'il est important d'être acteur de ta propre santé. De cette manière, nous souhaitons te responsabiliser durant chacune de tes journées de travail. Un empileur est à ta disposition pour créer proprement des piles de palettes et en récupérer une vide. En le faisant à la main, tu t'exposes à des manutentions contraignantes et risquées tout au long de la journée. Une seule palette Europe pèse 25 kg. Donc c'est un rapide extrait d'une vidéo de sensibilisation. Il faut savoir que cette vidéo couvrait l'ensemble des modifications de l'organisation du travail, des nouvelles consignes qui étaient demandées aux collaborateurs, et que l'apport là de l'objectif, vous voyez, c'est finalement, au lieu de dire que la posture est meilleure, on vient mesurer objectivement le gain au niveau postural par rapport à la mise en place d'une solution, là en l'occurrence technique. Donc, voilà un premier cas d'application de la data, c'est en matière de sensibilisation des collaborateurs sur la prévention des risques. Est-ce qu'il en existe d'autres? Parce que tu insistes sur le fait que c'est la première utilisation, la sensibilisation, mais est-ce qu'on a d'autres utilités à cette data? Oui, alors là, on est sur de la prévention secondaire, on est sur de la sensibilisation, de la formation des collaborateurs. L'enjeu, dans un premier temps, c'est déjà de le positionner en prévention primaire, c'est-à-dire en amont, dans notamment des études de poste, utiliser ces capteurs pour avoir une vision objective des facteurs de pénibilité sur vos postes de travail. Nous, c'est l'offre, pas de discours commercial. C'est l'approche qu'on appelle TMS Map. C'est souvent par ça qu'on commence quand on découvre une entreprise. C'est finalement réaliser un audit global d'un poste de travail, de plusieurs postes de travail, pour évaluer les facteurs de pénibilité. Tout à fait. La démarche de prévention des TMS, ça reste toujours la même en fait. L'innovation aujourd'hui va servir à aller plus loin, à avoir une meilleure communication, à avoir un meilleur retour des opérateurs. On a vu le petit avatar qui est créé, donc ça permet de se voir sans se voir réellement. Donc ça permet aux gens de comprendre pourquoi tel geste est pas recommandé ou autre. Donc ça vulgarise un petit peu le langage de l'ergonome. Fais pas ci, fais pas ça et autres. Là, en le voyant, on se rend compte que même soi-même, oui, en effet, on fait pas forcément le bon geste. Donc il y a beaucoup de vertus à ça, mais faut bien voir que c'est pas un jouet. Et on l'utilise que au sein d'une démarche. Donc c'est ce que tu dis, hein, il faut vraiment faire une analyse, un groupe de travail aussi dessus, expliquer aux gens qu'ils acceptent la méthode et puis qu'ils participent également certainement à trouver les solutions et qu'ils puissent s'impliquer dedans, parce que c'est aussi un outil qui va être très facile pour impliquer le personnel, le collaborateur, évaluer ses idées aussi, pouvoir comparer des idées.
Et donc là, on voit une autre voie qui est la formation, la sensibilisation avant que l'opérateur prenne son poste. On peut penser aux intérimaires, aux nouveaux embauchés, à changement de poste, etc. C'est exactement ça. Sur la prévention primaire, si je reviens sur la partie TMA, SMAP et ce que tu dis, Eric, comment ça se passe? On n'arrive pas un matin en disant, en prenant le premier collaborateur qui passe et en lui mettant des capteurs sur lui. Hein. Ça se prépare. L'idée, en tout cas, c'est déjà de comprendre votre organisation de travail et d'identifier les activités et les postes qui sont les plus à risque. C'est le travail qu'on a fait avec Decathlon Logistique, et de cadrer, en tout cas, le protocole de mesure. Ce fameux choix des capteurs les plus adaptés par rapport à nous, ergonomes, ce qu'on comprend du poste au moment de la phase de cadrage. On implique systématiquement le management de proximité, qui a un rôle central à jouer en matière de prévention des risques, notamment de prévention des risques TMS. On implique les représentants du personnel aussi. On leur explique un petit peu l'approche parce que ça peut poser question, ces innovations en matière de prévention, même si on sait qu'elles ont un réel gain. Donc on les implique. Et puis surtout, on choisit les volontaires qu'on va équiper en tout cas pour réaliser ces mesures. Et on leur explique vraiment, on fait de la pédagogie sur qu'est-ce qui va se passer. Ça fait, je regarde les équipes, mais ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on fait ce type de mesures. Je pense que ça crée plus une émulation et j'ai plus eu de volontaires que de gens qui voulaient pas. Parce que l'innovation, ça a aussi un intérêt de dépoussiérer peut-être le champ de la santé au travail et ça donne envie. Surtout, il y a l'avatar, côté science-fiction. Donc souvent, on a un vrai engouement et un vrai engagement des collaborateurs, pour réaliser ces audits. Une fois l'audit réalisé, qui se déroule à peu près entre 1-2 journées en moyenne. Bien évidemment, on vous implique dans les résultats, en tout cas on vous présente les résultats et on travaille en collaboration sur le choix des mesures préventives, que ce soit technique, organisationnelle ou humaine. Donc voilà sur le premier champ d'application pour répondre à ta question, Eric, sur le champ de la prévention. Oui, juste pour rebondir sur ce que tu dis sur le fait que les gens sont assez volontaires pour aller expérimenter et puis participer à ce genre de démarche. Il y a aussi le fait que l'opérateur, alors plutôt pour l'analyse de l'ergonome derrière, le fait que l'opérateur il va avoir des capteurs, au bout d'un certain temps il va oublier qu'il les a, il était volontaire, il va revenir à sa tâche. Quand moi il y a quelques années on faisait les études de poste, on mettait quelqu'un qui observait la personne pendant 1 heure ou 2 heures à faire des petits bâtons, à faire du relevé, à dire t'as fait ci à tel moment, t'as fait ça à tel moment. Sauf que forcément la personne en fait quand elle se sent observée, elle agit pas comme elle agit au quotidien. Donc ça c'est un des gros inconvénients d'observer les gens, c'est qu'automatiquement s'il y a quelque chose qu'il sait qu'il faut pas vraiment faire, eh ben il va pas le faire à ce moment-là et il va essayer de bien les faire. Donc on va pouvoir agir mais de manière assez limitée. Le capteur c'est aussi lui faire oublier qu'on est là, qu'on l'observe. Il le sait, hein, bien sûr, il est au courant, hein, comme tu dis, on l'a préparé psychologiquement. Mais naturellement, si on le laisse un petit peu, il va oublier qu'il a les capteurs et il va reprendre ses bonnes habitudes ou ses mauvaises habitudes, bien évidemment. Donc l'analyse qui va être faite du poste va être un peu plus riche peut-être. Exactement. Ce qui est important dans ce que tu dis, Eric, c'est qu'il y a la donnée quantitative qu'on va recueillir avec les capteurs. Si vous voulez vous lancer dans ce type de démarche, il ne faut pas oublier que finalement les données, on peut aussi leur faire dire un petit peu ce qu'on veut. On y reviendra sur les limites. Donc c'est important de toujours coupler, en tout cas, cette prise de mesure, que ce soit sur des mesures physiologiques, même environnementales, à des observations de poste. Nous, quand nos équipes interviennent, on positionne les capteurs, mais on filme, en tout cas, le collaborateur durant toute la prise de mesure, pour pouvoir à un moment aussi comprendre pourquoi j'ai tel indicateur qui augmente de façon importante et pouvoir derrière avoir des vraies mesures préventives parce que faut pas oublier que ces prises de données, ça peut être innovant, ça peut être fun. L'objectif majeur étant de trouver les meilleures solutions et d'être plus précis dans la recherche de solutions pour réduire les TMS. Notre enjeu majeur et ce qui nous anime, c'est ça. Donc, est-ce que tu vois d'autres utilités, d'autres champs d'application On en a vu 2 et vous en voyez 2 autres, donc on va les poursuivre. Donc TMS Match, je viens d'en parler. Vidéo, c'est les vidéos de sensibilisation qu'on a pu vous présenter au sein de Decathlon. Ce qu'on a pu faire, alors pas encore chez Decathlon, mais chez d'autres clients, c'est l'intégration des dispositifs d'assistance physique. Là aussi, c'est un champ d'application important et qui nous prend de plus en plus de temps, en tout cas dans notre approche home. Pourquoi? Parce que il s'agit finalement, avant d'introduire des exosquelettes notamment, de bien comprendre en amont et de façon factuelle avec de la data quels sont les facteurs de pénibilité au poste pour pouvoir choisir les dispositifs les plus adaptés avant de mettre en place des tests et voir d'acheter ce type de dispositif.
Donc nous, on utilise vraiment dans cette introduction des dispositifs d'assistance physique pour identifier les dispositifs les plus adaptés, pour les tester, et pour à un moment aussi donné, derrière, les intégrer, si au demeurant, les mesures réalisées mettent en avant que le dispositif répond à une contrainte du poste. Là encore, quand on parle exosquelette, c'est super, c'est génial. Comme l'explique Alicia, ça arrive après une démarche, après une analyse de poste, après des mesures qui auront été faites pour faire quelque chose de mieux. Et je rajouterais entre les deux étapes, c'est de déjà trouver toutes les autres solutions avant l'exosquelette, parce qu'on est quand même sur de l'individu derrière, donc sur quelque chose qui va être porté. Donc si on peut éviter à l'avance, bien évidemment, c'est intégré aussi, et l'exosquelette vient en dernier ressort quand on a déjà épuisé la démarche d'amélioration du poste de travail par les techniques classiques. Mais c'est un outil en plus qui s'ajoute, mais qui s'ajoute à la fin. Dans les expériences sur l'introduction d'exosquelettes, chez un client que je peux citer, ID Logistique, on a fait une grosse démarche d'introduction d'exosquelettes. Ce qu'il apparaît, c'est que l'exosquelette, après une démarche exo, mais avec vraiment de la data, paraît pertinent sur certaines petites phases d'activité en complément d'autres mesures collectives, comme tu as pu le dire Eric, mais en complément et de façon bien accompagnée et bien former les collaborateurs également. Et du coup, on reboucle avec la partie vidéo de sensibilisation, mais où la donnée peut aussi aider à bien déployer et bien former les collaborateurs. Mais la data aujourd'hui est un levier central à mon avis et qu'il faut que vous ayez en tête dès lors que vous pensez à l'achat de ce type de dispositif. Parce que, je dis souvent, ce ne sont pas des aspirateurs. On va équiper des collaborateurs. Il y a une notion de responsabilité dans la mise en place de ces dispositifs et d'éthique. Donc, il faut vraiment s'engager dans une démarche presque scientifique. L'AFNOR a lancé une norme récemment sur les modalités de test et d'introduction des exosquelettes. Nous, on colle à cette norme, en tout cas avec la data, dès lors qu'on travaille sur ce sujet. Mais voilà, approche responsable et éthique, on ne fait pas n'importe quoi avec les exos, même si ça peut être une solution. Ça peut être, dans bien des cas, ça peut être une solution quand on a bien fait la démarche auparavant. Et explique-nous la dernière petite case, là. La dernière petite case, je le disais, c'est la petite exception sur notamment la notion d'individu et de RGPD. On peut utiliser également les capteurs dans du maintien dans l'emploi. Finalement, dès lors qu'on a une restriction d'un collaborateur, ça permet souvent de qualifier un petit peu plus la restriction avec de la donnée objective. Alors souvent on challenge, je sais pas si on a dans la salle, mais on challenge un petit peu les médecins du travail. L'idée étant finalement d'avoir des restrictions plus précises aussi et de pouvoir sur la base de données médicales proposer des postes les plus adaptés aux collaborateurs pour le maintenir en poste ou réaliser les aménagements nécessaires. Là on est vraiment dans des personnes en situation de handicap ou en risque d'inaptitude et dans le maintien en l'emploi. Donc c'est une démarche un petit peu différente puisque là on sait qu'il va falloir apporter quelque chose comme outil pour aider la personne. Ça peut être justement un exosquelette, ça peut être autre chose. Et c'est vraiment une approche un petit peu différente de la prévention des TMS. Là, on est vraiment dans le maintien dans l'emploi. Et là, les exosquelettes ont toute leur place, bien évidemment. Est-ce qu'il nous reste encore un petit morceau? Non, si vous avez d'autres idées d'application, je suis preneuse parce qu'on cherche toujours. Merci pour cet éventail, parce que c'est clair que tous ces outils aujourd'hui et cette technologie permettent de faire ce qu'on a toujours fait. La prévention des TMS, c'est pas nouveau. Les règles sont les mêmes, elles sont intégrées d'une manière automatique, retranscrites au travers d'un avatar, mais les règles de base sont toujours les mêmes. Avec beaucoup d'avantages sur l'acceptation et sur la collaboration avec les opérateurs. Parce qu'on peut partager plus facilement une vidéo qu'un relevé bâtonné, et donc faire comprendre et donc faire accepter aux gens les solutions. Quelle que soit la solution que vous envisagez pour prévenir les TMS, le plus important, ça reste l'acceptation des utilisateurs. S'ils sont convaincus que ce qu'on leur met en place, c'est moins bien qu'avant, même si ça leur soulage le dos, même si ça leur soulage les épaules et autres, s'ils ont décidé que ça n'irait pas, ils vont trouver toujours une bonne raison pour ne pas l'utiliser. Donc il faut vraiment travailler ce point-là, l'acceptation de la solution. Et cet outil-là est vraiment très utile parce qu'elle permet de travailler les solutions, d'impliquer les gens dans la co-construction des solutions, dans l'évaluation des solutions pour comprendre pourquoi on a choisi telle solution plutôt qu'une autre solution. Et moi, ce que j'aime bien aujourd'hui dans ce que présente Alicia, c'est qu'on
Une fois que ce poste il a été défini, on s'en sert aussi pour accueillir les nouveaux. Le nouvel arrivant sur un poste, qu'il soit jeune, vieux, expérimenté ou inexpérimenté, c'est une personne qui est particulièrement à risque. On a souvent tendance à dire, bah non, il est, je sais pas, cariste déjà depuis 10 ans, donc il connaît forcément comment bien se positionner pour charger ou autre. Bah non, parce qu'il y a des spécificités, il y a des cartons qui vont être peut-être plus lourds à tel endroit. Et donc le fait qu'on va l'informer au travers de ces vidéos sur les bons gestes à adopter, qu'il ait 20 ans, 40 ans ou 50 ans, bah, c'est très important de penser à cet accueil du nouvel arrivant. On oublie trop souvent cette chose-là et c'est pourtant la personne la plus à risque statistiquement parlant. On va avoir un petit quart d'heure, comme ça permet d'échanger avec vous de vos expériences, de vos questions. Juste prendre 5 minutes pour expliquer quand même les limites de ce type d'approche. Voilà. Faut faire attention quand on fait ce type d'approche, c'est sur la qualité de la prise de mesure. Il faut s'assurer vraiment qu'on soit sur un protocole de mesure adapté, pensé, co-construit. Parce que finalement, la donnée, le risque aussi, c'est qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut. Donc, vraiment, en tout cas, être très expert dans la prise de mesure, sur la qualité des outils, sur la qualité de l'étalonnage des outils. Donc ça, c'est un sujet très important. Clairement, et c'est pour ça qu'on a besoin d'experts qui ont l'habitude de les utiliser pour connaître toutes les choses trappes de l'usage de ces données-là. L'entreprise doit se concentrer sur l'amélioration de son poste de travail. C'est pas son objectif d'être un expert de l'utilisation des outils. Donc c'est clairement, bien sûr, il y a toute une technologie qui est derrière qu'il faut pouvoir maîtriser, comprendre et éviter de faire des conclusions trop rapides. Donc il faut cet accompagnement. Et une dernière limite, et je finirai là-dessus parce que ça vous donnera une idée des valeurs et de l'éthique AGV Solutions, c'est que nous on a un conseil engagé. Et c'est vrai que ces mesures objectives, parfois, elles viennent vous étonner, vous, entreprise, parce que vous avez peut-être une idée préconçue des facteurs de pénibilité, des facteurs de risque présents, et puis finalement, quand on fait l'analyse globale, que ce soit via les observations, mais surtout via la donnée, ça vient vous bousculer quelque peu. Et nous, c'est vrai qu'on est sur un conseil engagé et qu'on donne une approche objective, on vous aide à améliorer les conditions de travail, mais parfois, forcément, on bouscule, que ce soit vous en tant que chef d'entreprise, que préventeur, que ce soit les élus. Voilà, donc une vision objective, c'est aussi une vision parfois qui étonne et qui bouscule. Et c'est notamment le cas des exosquelettes. Aujourd'hui, certains fournisseurs d'exosquelettes me demandent de faire des mesures, des tests. Si le dispositif n'est pas adapté et que les mesures montrent qu'elles ne sont pas adaptées, je ne vais pas le dire pour lui faire plaisir, parce qu'à mon sens, on a une responsabilité, j'insiste. Donc voilà, la limite aussi, c'est de s'assurer de l'éthique et de l'engagement des personnes qui font ces mesures pour avoir la vision la plus objective possible. Merci de nous donner les limites par rapport à ça. Est-ce qu'on a quelques questions dans la salle? Alors, attendez, je vais vous donner le micro. Ouais, j'avais une question par rapport à l'interprétation des résultats, justement, quand vous faites des mesures avec de l'EMG, avec des capteurs posturaux. Quel type de méthode vous utilisez pour interpréter ces résultats? Est-ce que vous utilisez des outils standards ou des choses que vous avez développées en interne pour... Alors sur la partie TMS Map, et alors je laisserai au cas où elle savait, j'ai ma collaboratrice ergonome qui est juste devant, donc n'hésite pas à me dire quelque chose. Sur la partie TMS Map, nous on a développé un algorithme qui permet effectivement de donner un niveau de risque du poste et un niveau de risque par groupe musculaire. Donc on va venir coupler en fait plusieurs facteurs dans l'apparition de TMS, donc la partie posture de travail, force, contraintes environnementales, contraintes psychosociales et organisationnelles, même si ça, en les mesure temps, on vient les intégrer, ce qui nous permet de faire tourner l'algorithme et effectivement de définir un niveau de risque. Aujourd'hui, on n'a pas de cadre, en fait, on a des cadres normatifs, mais facteur de risque TMS par facteur de risque TMS, mais on n'a pas cette composition globale. En plus, c'est un algorithme, effectivement, qui n'a pas de valeur scientifique, pas encore, en tout cas, mais en tout cas qu'on fait tourner depuis 10 ans maintenant, et qui donne effectivement une bonne première approche et analyse, en tout cas sur la partie TMS là. Après, sur la partie exosquelette, dès lors qu'on intègre en tout cas de l'électromyographie,
Alors là, je suis moins experte, mais il faudra pas hésiter à revenir et interroger Chloé. Il y a en plus des mesures d'analyse et traitement de données qui se font sur notamment la force maximale volontaire. Mais oui, on essaye d'avoir des méthodologies de traitement de données les plus scientifiques possibles. D'autres questions? Je me suis levée parce que je vous entends bien. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis loin d'être ergonome, alors excusez ma question naïve. En complément ou à la place peut-être des capteurs que vous faites porter par le personnel, on voit apparaître de plus en plus de l'analyse ergonomique par computer vision, donc en analyse en intelligence artificielle. Est-ce que vous l'intégrez? Est-ce que c'est complémentaire justement? Est-ce que ça va remplacer dans le futur tous les capteurs, etc.? Alors, c'est des réflexions qu'on a chez LGB Solutions avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous, c'est des choses qu'on étudie pour gagner du temps dans le traitement des données. La prise de mesure et les capteurs restent nécessaires pour recueillir la donnée brute. Là où effectivement, vous avez raison, on va peut-être pouvoir gagner du temps dans les années à venir et aller encore plus loin, c'est finalement utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps, comme vous le disiez, sur le traitement des données et sur là, c'est des choses nous qu'on réfléchit. Après, aujourd'hui, on a testé plein de choses aussi avec de la prise vidéo, quand on regarde et qu'on fait un comparatif, les capteurs qu'on positionne directement sur le collaborateur donnent des mesures plus fiables. Alors, déjà parce que la caméra sur les postes statiques, on arrive à sortir des choses, mais on a regardé pour investir, mais on intervient aussi beaucoup dans des postes où les gens se déplacent. Donc là, on a très facilement de la perte de données sur certaines... Donc, les capteurs, je pense que malgré l'émergence de nouvelles technologies, resteront encore dans quelques années notre outil principal. C'est complémentaire, hein, ces outils-là. La première grande limite, et tout le monde le comprendra, c'est que vous êtes à un poste de travail. Si vous passez derrière une machine, eh ben, la caméra vous voit plus, et pendant ce temps-là, il peut se passer n'importe quoi. Donc c'est la limite de la réalité quand vous observez quelqu'un sur des déplacements. Il va toujours y avoir une machine, une armoire, un magasin qui va être là, et la personne disparaît de la caméra, et là la caméra ne vous donne aucune donnée. Alors peut-être qu'un jour il y aura de l'IA avec un petit drone qui pourra suivre la personne partout où elle va. Mais voilà, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc le capteur il est plus précis et il permet de suivre la personne vraiment dans son évolution normale, là où elle va se réapprovisionner, voilà, dans tous les gestes qu'il pourra faire, et ça permet justement cette surprise. Parce que très souvent, oui, on est persuadé, hein, on a une idée préconçue, on se dit c'est forcément là qu'il y a le plus gros risque pour la personne. Et puis en fait, non, il y a plein d'autres gestes qu'il peut faire qui peuvent être aussi très dangereux. Et les capteurs évoluent beaucoup, hein, notamment les capteurs de mouvement. Au début, pour réaliser ces mesures, on avait des interfaces, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a des capteurs qui nous donnent des données de plus en plus précises. C'est vrai pour ça qu'on a centralisé sur cette prise de données, en tout cas en théorie. D'autres questions sur les capteurs, j'en ai parlé. Sur les apports, ayez bien en tête que la prise de données ne suffit pas à elle-même. Il faut vraiment être vigilant sur une approche aussi d'observation et de comparaison des données avec ce qu'on voit et ce qu'on filme notamment, ou qu'on suit les collaborateurs. Et ce que tu rappelais, et qu'on ne voit absolument pas là, mais qui est toujours à prendre en compte dans une étude de poste, c'est l'environnement. C'est vraiment juste le type de management. Si vous êtes stressé au travail et tendu, vous pouvez aussi développer des TMS, alors que votre poste est très bien conçu. Voilà, s'il y a un courant d'air froid et que vous êtes contracté toute la journée, vous serez également à risque de TMS. Donc bien penser, les capteurs c'est très bien, hein, ça visualise cette partie-là, mais toujours penser dans vos études de poste à envisager l'environnement, à discuter avec les gens pour savoir vraiment comment ça se passe sur les températures, sur le management, sur l'ambiance au travail. Et si je reprends la casquette Julie Presti-Filippo de Decathlon, elle m'a dit de conclure par ça. Eux, ce que ça leur a apporté vraiment au sein de Decathlon Logistique, c'est une vision plus objective et plus précise des contraintes sur leur poste de travail.
Et dernièrement, ce que ça leur a vraiment permis, c'est d'accompagner la mise en place d'une nouvelle organisation de travail, du passage justement d'une préparation classique à une mécanisation, et d'accompagner au mieux les collaborateurs dans l'appropriation de cette nouvelle situation de travail, et de gérer également au mieux les CSE et CSST pour lui montrer leur montrer tout le bénéfice que ça avait, ce type de mécanisation. Voilà ce que ça a apporté à Decathlon, en tout cas une approche à la fois d'analyse mais également d'accompagnement et de sensibilisation des collaborateurs grâce à la data. Est-ce qu'on a une toute dernière question? Autrement, moi je voudrais juste rajouter un mot. Il y a une autre étude, tu parlais tout à l'heure de la normalisation qu'avait fait l'INRS sur l'utilisation des exosquelettes. Il y a une étude également, une étude technique qui est sortie en septembre 2023 ou octobre, je sais plus, sur le coût de la prévention et la rentabilité des entreprises. Alors plus précisément sur l'accidentologie dans l'entreprise et la rentabilité à long terme. Donc c'est statistiques basées sur quelques millions d'entreprises en France sur une période de plus de 10 ans où il a été démontré très clairement en fait que moins il y avait d'accidents et plus il y avait de rentabilité dans l'entreprise. Donc dès qu'on va parler d'investissement pour faire baisser les TMS, pour faire baisser donc les maladies professionnelles, parce que c'est à peu près 87% des maladies professionnelles sont des TMS aujourd'hui. Donc si vous investissez dedans, sachez que votre entreprise s'en portera mieux derrière. C'est aujourd'hui, depuis 2023, statistiquement démontré, quelle que soit la taille de l'entreprise, quels que soient les montants engagés, plus vous ferez de la prévention et plus vous aurez des bons résultats économiques. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Alicia. Alicia, on peut te retrouver